Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée vraiment radicale, tirée d'un cours en miracle. Une idée qui pourrait bien bousculer notre façon de voir nos propres pensées. C'est un concept un peu déstabilisant, je vous préviens, mais qui est aussi potentiellement très libérateur. Allez, on explore ça ensemble. Voilà, on entre directement dans le vif du sujet avec cette phrase. Ces pensées ne signifient rien. Prenez un instant pour la laisser résonner. On ne parle pas seulement des pensées négatives ou angoissantes, non. On parle bien de ces pensées, de toutes celles qui nous traversent l'esprit, sans exception. C'est une affirmation pour le moins audacieuse, non ? Alors, pour bien remettre les choses dans leur contexte, cette phrase, ce n'est pas juste une idée philosophique lancée en l'air. C'est vraiment la base de la 4e leçon du cours. C'est un exercice très pratique qui est conçu pour entraîner notre esprit. Alors voyons un peu la structure et la logique qu'il y a derrière tout ça. Bon, allons droit au but. Ce qui peut déranger ici, c'est que l'idée que nos pensées ne signifient rien va à l'encontre de tout ce qu'on a toujours appris. On nous parle sans cesse de pensées positives, de gérer nos pensées négatives. Là, l'approche est complètement différente. Et c'est là que se trouve la question clé. On pourrait à la rigueur admettre que nos pensées de colère ou de peur sont peut-être sans réel fondement. Mais qu'en est-il de nos pensées de joie, d'amour, de nos élans de créativité ? Sont-elles elles aussi insignifiantes ? La réponse du cours est un oui assez surprenant. Et on va voir tout de suite pourquoi. Alors, pourquoi cette mise à plat, ce grand ménage ? Quelle est la logique derrière l'idée que nos pensées habituelles sont vides de sens ? Pour comprendre ça, la leçon nous donne une métaphore vraiment très éclairante. Et là voilà, cette fameuse analogie. Imaginez que vos pensées réelles, celles qui ont un vrai sens, sont cachées derrière un voile. Les pensées qu'on appelle bonnes, ce sont comme des ombres. Elles nous laissent deviner qu'il y a une lumière derrière, mais elles déforment la réalité. Elles la rendent floue. Quant aux pensées mauvaises, elles, c'est encore plus simple. Ce sont des murs, des obstacles opaques qui bloquent complètement la vue. Le point crucial ici, c'est que ni les ombres, ni les murs ne sont la réalité. Donc l'objectif, ce n'est pas de remplacer les mauvaises pensées par de bonnes. C'est de réaliser que les deux jouent dans la même catégorie, celle du niveau superficiel de notre esprit. Elles ne font que recouvrir ce qui est vraiment important, ce qui se trouve en dessous. C'est une première étape pour apprendre à regarder au-delà de tout ce brouhaha mental constant. Allez, on passe de la théorie à la pratique, parce qu'il ne s'agit pas juste d'une idée sur laquelle méditer, c'est un exercice très concret. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement ? Le texte est super précis sur la méthode à suivre. Il ne s'agit pas de faire le vide ou de méditer au sens où on l'entend d'habitude. C'est un processus qui est actif, un processus d'observation et d'application. Regardons ensemble les différentes étapes. Ce processus est très structuré, et c'est pour une bonne raison. D'abord, on observe, de manière neutre, ce qui nous aide à prendre un peu de distance. Ensuite, et c'est crucial, on ne fait pas le tri. Il s'agit de traiter toutes les pensées comme un bruit de fond, sur un pied d'égalité. Que ce soit une pensée sur le dîner de ce soir ou une vieille rancune, c'est pareil. Et enfin, on prend chaque pensée une par une pour y appliquer mécaniquement la phrase clé. Et voici la formule exacte. C'est aussi simple que ça. Par exemple, cette pensée à propos de mon travail ne signifie rien. Ou bien, cette pensée à propos de cette personne ne signifie rien. L'idée, c'est vraiment d'appliquer cette phrase de façon répétée, presque mécanique, à toutes les pensées qui pointent le bout de leur nez sans faire de distinction. D'accord, on fait tout ça, mais pourquoi faire ? C'est quoi le but à long terme de cet exercice qui peut sembler un peu bizarre, voire un peu nihiliste au premier abord ? Eh bien, le cours est très clair sur la finalité de cette pratique. Le but ultime, en fait, c'est un entraînement mental. Il s'agit d'apprendre à notre esprit à faire la différence entre le bruit de fond de nos pensées de tous les jours, qui est vu comme l'insignifiant, et le calme, la sagesse qui se trouve en dessous, qui est le significant. En fait, cette leçon, c'est avant tout une fondation. En s'habituant à étiqueter nos pensées comme insignifiantes, on s'entraîne à voir le chaos mental pour ce qu'il est, juste du chaos. C'est un premier pas qui est indispensable pour pouvoir ensuite détourner notre attention de ce bruit extérieur et commencer à chercher ce qui a vraiment du sens, mais à l'intérieur de nous. Mais avant de se lancer tête baissée, le texte nous donne des avertissements très importants, surtout quand on débute. Ce n'est pas un exercice à prendre à la légère, ni à pratiquer de manière intensive dès le départ. Ces consignes sont vraiment cruciales. Pas plus d'1 minute d'affilée pour éviter de se perdre, de se noyer dans nos propres pensées. 3 ou 4 fois par jour, pas plus, parce que notre esprit n'est tout simplement pas encore habitué. Et enfin, le texte le reconnaît lui-même. Suspendre son jugement, c'est difficile au début. Il y a une sorte de bienveillance dans ces instructions, une invitation à y aller vraiment, tout doucement. Et c'est sur cette question qu'on va terminer. Cette leçon nous invite à envisager quelque chose de radical. Et si tout ce qui occupe notre esprit au jour le jour n'était finalement qu'une distraction ? Et si, en apprenant à ne plus y accorder autant d'importance, on créait l'espace nécessaire pour que quelque chose de bien plus profond, de bien plus signifiant, puisse enfin émerger ? C'est tout le voyage que propose cette 4e leçon.
Merci de nous avoir suivis. Bienvenue dans cette nouvelle plongée analytique. C'est toujours un immense plaisir de se retrouver pour décortiquer ensemble des concepts qui bousculent nos certitudes et qui nous poussent à repenser notre rapport au monde. Aujourd'hui, notre exploration nous emmène sur un terrain tout à fait fascinant. Absolument, un terrain serait riche. Ouais, le document source qu'on a sous les yeux, c'est un extrait très spécifique, tiré d'un ouvrage intitulé « Un cours en miracle ». On va se concentrer très précisément sur ce qui est appelé la leçon 4. Et pour donner tout de suite le ton de cette session, voici la phrase centrale, la fondation absolue autour de laquelle tout ce texte est construit. La fameuse phrase, oui. Voilà, le texte dit ceci. « Ces pensées ne signifient rien. Elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce, ou bien dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu. » La mission de notre plongée aujourd'hui, c'est de disséquer ce protocole, parce qu'il s'agit d'un véritable exercice mental conçu pour neutraliser le poids écrasant de nos pensées quotidiennes et pour modifier radicalement notre perception de ce qui a de l'importance. C'est audacieux, c'est contre-intuitif, et c'est exactement le genre de défi qu'on adore relever. Tout à fait. Et il faut bien comprendre le contexte de ce document pour en saisir toute la portée. Il ne s'agit pas du tout d'un simple texte poétique ou d'une réflexion philosophique abstraite sur la nature de l'esprit. Ce qu'on a là, c'est un vrai manuel d'instruction. C'est un entraînement cognitif très rigoureux. Presque clinique en fait. C'est ça, c'est très clinique. Le texte aborde l'esprit humain comme un mécanisme qui a pris de mauvaises habitudes et qui nécessite une discipline stricte pour fonctionner différemment. Cet exercice spécifique vise à créer une rupture nette entre ce qui possède un sens véritable et ce qui est fondamentalement vide de sens, ce que le texte appelle l'insignifiant. Et la méthode est assez radicale. Oh oui, la méthode pour y parvenir exige une suspension totale du jugement. Il s'agit d'apprendre à regarder sa propre activité mentale avec la même neutralité que si l'on observait une chaise, un mur ou un lampadaire. Et c'est un changement de paradigme assez violent par rapport à la manière dont l'être humain a l'habitude de s'identifier viscéralement à ce qui se passe dans sa tête. Je suis très curieuse de voir comment on va décortiquer ça aujourd'hui. Bon, décortiquons ça justement, parce que la mécanique de cet exercice est d'une précision chirurgicale. Le texte insiste sur une procédure exacte. C'est un protocole d'1 minute chrono. Contrairement à d'autres pratiques qui pourraient consister à se répéter un mantra en boucle par exemple, cette leçon 4 demande d'abord de s'asseoir et d'observer simplement les pensées qui traversent l'esprit, pendant environ 1 minute. On se pose et on regarde passer. Voilà, on les laisse venir, et seulement ensuite on y applique la formule. Il ne faut pas chercher une pensée en particulier, mais attraper au vol ce qui se présente. La consigne est d'identifier chaque pensée par son sujet central et de dire « cette pensée à propos de, disons, le dossier en retard au bureau, ne signifie rien. Elle est comme les choses que je vois dans cette pièce. » Ce qui est fascinant ici, c'est l'insistance absolue sur le caractère aléatoire et non sélectif du processus. C'est vraiment le cœur de l'exercice. Le texte précise que si l'on a déjà conscience de pensées malheureuses, on peut les utiliser, bien sûr, mais il ne faut surtout pas traquer uniquement ce qu'on considère comme des idées problématiques. Donc on prend tout ce qui vient. Exactement, on prend le flot tel qu'il vient. Et pourquoi cette indifférence dans la sélection ? Parce que l'objectif est d'appliquer cette grille de lecture d'insignifiance de manière universelle. En traitant chaque pensée émergente avec la même formule standardisée, on commence à démanteler la hiérarchie artificielle que notre cerveau construit en permanence. Cette fameuse hiérarchie qui nous épuise. C'est tout à fait ça. L'esprit humain passe ses journées à classer frénétiquement. Ceci est une urgence absolue, ceci est une banalité, ceci est une catastrophe, ceci est une grande victoire. L'exercice exige de mettre tout cela dans le même panier, avec la même étiquette de non-sens. Et c'est là qu'on se rend compte de la difficulté absurde de la chose. Dire qu'une pensée concernant, je sais pas, une déclaration d'impôt catastrophique ou une rage de dents imminente a exactement la même valeur qu'un vieux stylo posé sur bureau. C'est presque comique, tellement ça va à l'encontre de nos instincts de survie. C'est totalement contre-intuitif. D'ailleurs, le texte semble parfaitement conscient de cette difficulté. Il y a une mise en garde très stricte. Ne pas examiner son esprit pendant plus d'1 minute environ. 60 petites secondes. On pourrait se dire qu'une minute, c'est complètement ridicule. Alors que c'est une éternité. Mais oui, la justification donnée par la source est d'une honnêteté frappante. Elle souligne que la personne qui pratique est encore trop inexpérimentée pour éviter une tendance à se préoccuper inutilement.
C'est d'une lucidité incroyable sur la condition humaine. C'est en effet une observation psychologique extrêmement fine. Suspendre son jugement face à son propre esprit est l'une des tâches cognitives les plus ardues qui soient. L'esprit est une machine conçue pour produire du sens, même là où il n'y en a pas. Et surtout, il est conçu pour s'attacher émotionnellement à ses fictions. Surtout ses propres fictions, oui. Rester le témoin passif de ses pensées sans se laisser happer, ça demande une maîtrise que le débutant ne possède tout simplement pas. Si l'on prolonge l'exercice au-delà de cette minute, la posture d'observateur neutre s'effondre. C'est tellement vrai. C'est l'expérience de tous ceux qui ont un jour essayé de vider leur esprit avant de dormir. On se dit, je ferme les yeux 1 minute pour me détendre. Et 30 secondes plus tard, on est en train de rejouer une dispute qui a eu lieu il y a 5 ans ou de paniquer sur une réunion du lendemain. Le fameux petit vélo dans la tête. Voilà. 60 secondes, c'est apparemment la limite de vitesse avant que notre cerveau ne nous entraîne dans le décor. Voilà pourquoi la source limite cet entraînement à seulement 3 ou 4 fois dans la journée, pas plus. Le texte anticipe la friction. Pousser l'exercice plus loin, le faire trop souvent ou trop longtemps, ça risquerait de créer de l'anxiété, une rumination ou une introspection morbide, ce qui irait complètement à l'encontre du but recherché. Il s'agit d'administrer de petites doses, très mesurées, pour habituer doucement la conscience à cette nouvelle indifférence face à son propre contenu. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette idée de nivellement radical m'amène à un point du texte qui heurte de plein fouet notre bon sens quotidien. Le texte ne se contente pas de nous faire relativiser nos angoisses. Il demande littéralement de n'avoir pas peur d'utiliser les bonnes pensées aussi bien que les mauvaises. Oui, ça, c'est le grand tournant de la leçon. C'est très déroutant. Toute la culture moderne du développement personnel nous pousse à cultiver les pensées positives, à chérir les bons moments, à chasser le négatif. Et soudain, ce document nous dit de prendre ces pensées heureuses et de leur appliquer la même formule clinique. Cette bonne pensée ne signifie rien. C'est un vrai choc frontal. Mais pourquoi jeter le bébé avec l'eau du bain? Quel est l'intérêt de se débarrasser de ce qui nous fait du bien? À première vue, c'est vrai qu'on pourrait croire que cet exercice pousse au nihilisme ou à une forme d'apathie émotionnelle, en vidant tout de son sens. Mais en examinant la logique interne du document, on voit bien que la mécanique vise tout autre chose. La tendance naturelle est effectivement de fuir la douleur et de s'accrocher au confort. C'est humain. C'est profondément humain, mais selon ce texte, accorder de la valeur aux pensées dites bonnes, c'est continuer à valider le système qui produit également les pensées mauvaises. Le texte avance que, si on observe attentivement, notre esprit est un tel mélange, un tel chaos d'idées contradictoires, qu'aucune d'entre elles ne mérite véritablement ces étiquettes. Tant qu'on juge une pensée comme étant désirable, on reste prisonnier du mécanisme de jugement lui-même. D'accord, je commence à voir la logique. Si on donne du pouvoir aux bonnes pensées, on donne inévitablement le même pouvoir aux mauvaises, puisqu'on valide l'idée que nos pensées ont un pouvoir réel sur nous, tout simplement. Précisément. Et c'est ici que la source introduit une métaphore conceptuelle majeure pour justifier ce rejet des bonnes pensées. Le texte affirme qu'aucune de ces pensées quotidiennes, qu'on les qualifie de bonnes ou de mauvaises, ne représente les pensées réelles de l'individu. Les pensées réelles. Oui, nos véritables pensées seraient en fait recouvertes, cachées, et pour décrire cette couverture, le texte établit une distinction très claire. Il décrit les bonnes pensées comme des simples ombres de ce qui se trouve derrière, et il précise que les ombres rendent la vue difficile. C'est une belle image. En revanche, les mauvaises pensées sont décrites comme des éléments qui bloquent carrément la vue, rendant la vision totalement impossible. Attendez, je crois que je visualise parfaitement la chose. Si on compare notre esprit à la conduite d'une voiture, les pensées réelles seraient le paysage, la route devant nous. J'aime bien cette analogie. Les mauvaises pensées, les fameux blocages dont parle le texte, ce serait comme avoir un immense carton opaque scotché sur le pare-brise. On ne voit plus rien du tout, c'est la panique, l'anxiété qui paralyse, on sait pertinemment qu'on va dans le mur. C'est le blocage total, oui. Mais les bonnes pensées, les ombres, ce serait comme un pare-brise recouvert de buée, ou d'un filtre teinté très agréable. C'est doux, c'est rassurant, on voit des formes vagues, c'est beaucoup moins effrayant que le carton, mais la vue reste quand même altérée. On ne voit toujours pas la route telle qu'elle est réellement. Cette analogie de la conduite illustre parfaitement la mécanique décrite par la source, et elle nous permet de comprendre pourquoi le texte pose un diagnostic si tranché. La source conclut qu'il ne faut vouloir ni les unes ni les autres. Si l'objectif final est d'avoir une vision claire et parfaite de la route, un pare-brise embué est tout aussi inacceptable qu'un pare-brise obstrué par un carton. Même si la buée est agréable.
Exactement. En fait, d'un point de vue psychologique, les ombres, donc les pensées dites bonnes, sont potentiellement beaucoup plus insidieuses. Parce qu'on s'y complaît. Exactement. Les blocages créent une souffrance évidente. Quand la vision est impossible avec le carton sur le pare-brise, l'individu sait qu'il a un problème et cherche souvent à s'en libérer de toutes ses forces. Mais les ombres procurent un confort factice. L'esprit s'en contente. C'est le piège du confort. On s'accroche à ces ombres agréables sans réaliser qu'elles obscurcissent la vérité fondamentale qui se trouve juste derrière. C'est pour cela que l'exercice demande de traiter la pensée joyeuse avec la même froideur clinique que la pensée angoissante. Il faut nettoyer tout le pare-brise, sans aucune exception. C'est d'une ironie mordante en fait. Vouloir se débarrasser consciemment de ces pensées réconfortantes, c'est un peu comme si on nous disait « Arrêtez de perdre votre temps à décorer votre cellule de prison avec de jolis posters, cherchez plutôt la porte de sortie ». C'est une excellente image. Le poster est beau, c'est une ombre agréable pour les yeux, mais ça reste un mur qui bloque la vision de l'extérieur. On comprend mieux pourquoi le document prévient que cet exercice demande un effort particulier à cause de notre inexpérience. Accepter de traiter ses souvenirs heureux ou ses espoirs avec la même indifférence qu'un vieux ticket de caisse qui traîne sur une table, ça demande un lâcher-prise monumental. La résistance face à cet abandon est en effet immense. L'identité humaine, l'ego, se construit presque intégralement sur ces récits, sur ces ombres rassurantes que nous prenons pour nous-mêmes. Et le texte en a pleinement conscience. Il souligne que cette leçon est un premier pas fondamental, mais qu'il s'agit d'un exercice qui nécessitera de la répétition. C'est pas magique, quoi. Non, il ne s'agit pas d'une épiphanie qui s'opère magiquement en 60 secondes, mais bien d'un travail de déconstruction systématique. Il s'agit de détricoter des décennies d'habitudes mentales où l'on a chéri et protégé certaines pensées, tout en fuyant frénétiquement les autres. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? La grande question qui se pose maintenant, c'est vers quoi tout ce démantèlement nous mène-t-il ? Concrètement, la fin de notre document lève le voile sur l'objectif à long terme de cette pratique. L'auteur explique que cette minute d'observation neutre est un premier pas vers un but bien précis, séparer l'insignifiant du signifiant. Si l'on relie ça à la vue d'ensemble, c'est là que tout prend son sens. Oui, et c'est là qu'une dimension spatiale tout à fait inattendue fait son apparition. Le texte affirme que le but est d'apprendre à voir l'insignifiant à l'extérieur et le signifiant au-dedans. Cette notion me semble cruciale, mais elle mérite qu'on s'y arrête vraiment. Habituellement, on considère que nos pensées, c'est justement ce qui se trouve au-dedans de nous, c'est notre fort intérieur. C'est justement là que réside le renversement de perspective opéré par ce texte. Dans notre état de conscience habituel, nous faisons une fusion totale entre notre identité et notre activité mentale de surface. Nous croyons dur comme fer que nos pensées sont notre monde intérieur. Ce document propose une toute autre cartographie de l'esprit. Une cartographie très différente. Il demande d'entraîner la conscience à reconnaître, et je cite, « ce qui est le même et ce qui est différent ». En appliquant la formule, cette pensée est comme les choses que je vois dans cette pièce. Le pratiquant est en train de prendre le contenu de sa tête et de le projeter virtuellement à l'extérieur, parmi le mobilier de la pièce. C'est un peu comme si on prenait toutes ces pensées qui nous obsèdent et qu'on les posait littéralement sur la table du salon pour les regarder de très loin. Exactement. L'agitation quotidienne, les angoisses, les joies éphémères, tout ce vacarme est relégué à la périphérie, à l'extérieur. Ce ne sont plus des éléments qui constituent l'être humain, ce sont de simples objets de perception, au même titre qu'une lampe ou une chaise. Et la conséquence logique de ce processus d'externalisation de l'insignifiant, c'est qu'il libère un espace immense à l'intérieur. Un vide bénéfique. Si toutes ces pensées ne sont plus au-dedans, alors que reste-t-il ? C'est dans cet espace intérieur soudainement dégagé de tout son brouhaha que le signifiant, le vrai sens, peut enfin émerger et être perçu. C'est vertigineux. Ça me fait penser à l'expérience d'être dans une salle de cinéma. On passe notre vie les yeux rivés sur l'écran, totalement absorbés par le film, en croyant que c'est la seule réalité. Et la réalité est tout autre. Les films d'horreur seraient les fameux blocages. Les comédies romantiques seraient les ombres. Et cet exercice d'1 minute nous demande soudain de détourner le regard de l'écran, de prendre conscience que le film est à l'extérieur de nous. Et en arrêtant d'être hypnotisé par l'image, on prend conscience de la salle elle-même, de l'espace, de notre propre présence silencieuse assise sur le fauteuil. C'est ça, le signifiant au-dedans. C'est une excellente traduction visuelle de l'objectif visé par la source. Et pour ramener cet objectif ambitieux à la réalité quotidienne, le texte offre une concession intéressante, un aspect très pragmatique. Oui, j'ai vu ça.
Bien qu'il insiste lourdement sur la nécessité de la procédure aléatoire d'1 minute, il autorise également l'application de cette idée à une pensée nuisible, spécifique tout au long de la journée. C'est comme un outil de premier secours, en fait. Si, disons, à 14 heures, une angoisse penace s'installe à propos d'un coup de téléphone qu'on doit passer, on n'a pas besoin d'attendre la prochaine session d'1 minute pour s'en occuper. On peut l'isoler immédiatement et lui dire « Cette pensée à propos de ce coup de fil ne signifie rien, c'est une sorte de soupape de sécurité. » C'est tout à fait cela, une gestion de crise. Cela soulève une question importante, cependant. Il est impératif de souligner la précision qu'apporte le texte. Dans la foulée, cette application est utile, mais elle ne remplace pas la procédure plus aléatoire. Pourquoi cette nuance? Parce qu'utiliser la formule uniquement pour éteindre des incendies, pour cibler les pensées angoissantes, c'est retomber dans le piège de la sélection. On recrée la hiérarchie. On recommence à juger ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'outil ponctuel soulage la souffrance immédiate, certes, mais c'est bel et bien l'exercice de fond, celui où l'on traite indifféremment le beau et le laid pendant 60 secondes, qui transforme véritablement la structure de l'esprit. La gestion de crise traite le symptôme. La procédure aléatoire cherche à traiter la cause. C'est une distinction fondamentale pour bien s'approprier le mécanisme proposé. Pour résumer l'essence de cette plongée analytique, pour ceux qui nous écoutent, nous avons exploré un protocole exigeant qui demande de s'asseoir 3 ou 4 fois par jour pendant 1 minute très précise pour observer le flux incessant de son propre esprit. Il s'agit d'attraper les pensées au vol, sans aucun filtre, qu'on les perçoive comme merveilleuses ou terrifiantes, et de leur coller systématiquement une étiquette de pure neutralité. Elle ne signifie rien. Elles ne signifient rien, c'est le mot d'ordre. Elles ont la même valeur intrinsèque qu'une chaise posée dans le coin de la pièce. Nous avons disséqué cette idée renversante qui affirme que nos bonnes pensées ne sont que des ombres trompeuses et nos mauvaises pensées des blocages aveuglants. Et le but ultime de tout ce processus de nivellement, c'est de nettoyer complètement le pare-brise de notre conscience en repoussant tout ce bruit à l'extérieur, pour enfin créer l'espace nécessaire au vrai sens, à l'intérieur. C'est un sacré programme. Un programme dont la radicalité n'a d'égal que la rigueur qu'il exige. Et pour clore cette analyse, il y a un détail en filigrane dans ce matériel qui mérite une réflexion bien au-delà de notre discussion d'aujourd'hui. Le texte pose comme certitude que nos pensées habituelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, recouvrent nos pensées réelles. Et les fameuses pensées cachées. Cela postule l'existence d'une toute autre couche de conscience, totalement étrangère à notre vague arme quotidien. Si l'on tire le fil de cette logique jusqu'au bout, on est en droit de se poser une question fascinante. Que pourrait-on bien découvrir et à quoi pourraient bien ressembler ces véritables pensées enfouies une fois que toutes les ombres et tous les blocages auront finalement été dissipés par cet entraînement en l'eau? Quelle perspective extraordinaire à méditer. C'est une véritable invitation à expérimenter par soi-même, juste 1 minute de temps en temps, pour voir ce qui se cache réellement derrière le grand écran de notre esprit. Merci d'avoir éclairé de manière si pointue la mécanique de ce texte exigeant. Et merci à tous ceux qui nous écoutent de nous accompagner dans ces explorations intellectuelles. Continuons à questionner nos certitudes, continuons à observer ce qui se passe, même à l'intérieur de nous. Et surtout, restons curieux. À très bientôt pour une nouvelle plongée analytique. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.